et puis le déroulé de cette 1h30. Tout d'abord, Loïc Corré, président délégué de l'ADCF, président de l'Enval-Terre-et-Mer dans les Côtes-d'Armor, qui nous fera un petit point sur la situation actuelle et notamment les conversations, la concertation avec Olivier Dussopt sur les employeurs territoriaux. Simon Moreau ensuite, qui suivra, donc responsable des affaires institutionnelles et juridiques de la DCF, qui suivra avec un point de cadrage sur les éléments qu'a pu apporter Loïc. On prendra peut-être une ou deux questions, mais l'idée après cette première partie n'est pas de rentrer vraiment dans le dur de ce que vous faites dans vos communautés, mais plutôt de dresser un cadrage un peu contextuel. Donc, on rentrera surtout dans le pratique avec une deuxième partie qui arrivera vite cependant, avec donc Florence Ravel qui a enlevé, je crois, sa caméra, mais qui est là, qui est la DGS de la Copamo, la CC du pays mornantais, voilà, qui nous fait le plaisir de témoigner sur ce qui se passe à la Copamo, ainsi que Pierre Rode, donc qui est DGS de la Coban, en bassin d'Arcachon Nord, et également qui nous apportera quelques éléments sur ce qui se passe chez vous, près d'Arcachon. Bonjour à tous. Bonjour. Alors voilà, sur ces introductions, je vous propose que Loïc, vous puissiez prendre la main et puis nous faire un petit mot de cadrage. On va commencer. Alors, je vous active. Voilà, le micro doit être activé. Oui, d'accord. Très bien. Ça a l'air de marcher, ouais. C'est bon. Bien, bonjour à toutes et à tous. Pour ce deuxième webinaire auquel je participe, on va y aller plus sur la question des RH et de l'organisation interne. Alors, le contexte général, vous le connaissez, mais aussi une précision, c'est qu'au nom de la DCF, toutes les semaines, je représente donc la DCF dans la coordination des employeurs territoriaux qui rencontre par audio, bien sûr, Olivier Dussopt. Donc, si bien que depuis quasiment la fin mars, on a une rencontre hebdomadaire sur toutes les questions de RH, et c'est vraiment très pointu, fonction publique territoriale, avec Olivier Dussopt sur l'ensemble des problématiques que nous pouvons rencontrer, qui nous sont posées. Alors évidemment, dans cette rencontre, il y a le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, il y a l'AMF, il y a les départements, les régions, France urbaine, c'est-à-dire tout le kaléidoscope territorial qui est représenté, et comme ça on avance dans de bonnes conditions. Je dois dire d'ailleurs que l'écoute qu'on a d'Olivier Dussopt dans ce cadre-là, parce que c'est très très suivi, nous permet d'être très au courant de ce qui se passe. Je le fais avec Simon Moreau, donc qui est là aussi et qui pourra intervenir techniquement tout à l'heure, parce que c'est lui qui fait tous les comptes rendus, bien sûr, de toutes ces questions-là. Alors, rapidement, justement, pour ne pas prendre trop de temps, et puis après on pourra passer à la présentation de Simon et aux autres questions, je crois que toute la première partie de notre temps, depuis le début mars, ça a été d'abord de clarifier toutes les questions ASA, télétravail présentiel. Puis, une fois que ça a été précisé, notamment sur les ASA, ça a été de traiter les questions qui arrivaient les unes après les autres. Et on en a eu quelques-unes, notamment celle des congés, puisque vous savez que ça fait l'objet d'un décret particulier sur la prise de congés, des jours de congés qu'on pouvait prendre en plus ou que l'autorité territoriale pouvait décider de mettre de manière unilatérale, les congés, la prime, qui n'est pas encore réglée parce qu'on aura très probablement un document, sans doute cette semaine ou la semaine prochaine, mais assez rapidement maintenant, puisque c'est interministériel, mais on pourra y revenir tout à l'heure, puisque la prime maintenant, je dirais que le cadre est assez bien défini. Tout ce qui tourne autour du plan de continuité d'activité, avec la responsabilité et surtout avec la couverture que ça pouvait impliquer par rapport à la fois aux agents et par rapport à la fois aux employeurs, et toutes les questions aussi maintenant de reprise de l'activité, c'est-à-dire petit à petit, de la manière dont, en mode dégradé, on passait de la situation normale au plan de continuité d'activité avec les missions essentielles, et puis là maintenant, on avait limité les missions essentielles, et maintenant on revient à des missions plus larges que les missions essentielles.
Donc, il y a une couverture juridique nécessaire. Et puis, toutes les questions aussi extrêmement nombreuses qu'on a pu avoir concernant tout ce qui tourne autour des concours, tout ce qui tourne autour, par exemple, des titularisations avec la suspension des délais liés à la stagiarisation, etc. Tout ce qui tourne autour des recrutements, des problèmes liés aux contractuels, pour voir comment on pouvait continuer contractuel ou pas. Le télétravail aussi, j'ai évoqué ça tout à l'heure parce qu'il y aura une question de décret qui ne va pas tarder à arriver sur le télétravail pour clarifier les choses par rapport à ce qui a été mis en route depuis la mi-mars, et ainsi que toutes les questions qui sont plus complexes de médecine du travail, liées par exemple au protocole avec les CNAM concernant les déclarations Amélie, concernant la médecine du travail, concernant l'éventuelle, c'est encore qu'une possibilité, déclaration du Covid comme maladie professionnelle dans un certain nombre de cas particuliers, mais tout ça n'est pas encore totalement bouclé. Donc, un certain nombre de questions qui étaient nombreuses, très nombreuses au départ, qui se sont réduites petit à petit, puisque chaque collectivité en plus avait, une fois qu'on avait la doctrine générale, pouvait appliquer un certain nombre de choses dans des bonnes conditions. Et puis, on avait systématiquement Simon qui nous faisait un compte-rendu d'une séance sur l'autre pour caler les affaires. Donc aujourd'hui, on est, disons, dans une doctrine nationale qui est à peu près stabilisée. On voit où on est. Il restera un problème particulier, enfin, qui a été déjà évoqué en termes des ASA, je le dis tout de suite, et on avait déjà parlé de ça la semaine dernière d'ailleurs dans un autre webinaire, c'est quel va être le statut des ASA après le 11 mai. Et donc là, on a donc, il a été convenu, je dirais ça comme ça, et précisé par Olivier Dussopt, que en ce qui concerne les ASA, du 11 mai au 2 juin exactement, ça ne bouge pas, on est dans le système qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, à partir de 2 juin, ça sera soit les ASA, la personne qui est en ASA est dans des conditions où elle ne peut pas reprendre son activité et il faudra qu'elle le prouve, enfin il faudra une déclaration, un justificatif, ou alors, par exemple pour l'école, elle ne peut pas parce que l'école est fermée, elle ne peut pas parce qu'elle ne fait pas partie des groupes dans lesquels elle peut être, ou alors elle est carrément vulnérable. Dans ce cas-là, effectivement, il y a une impossibilité. Soit elle choisit de ne pas mettre son enfant à l'école, et dans ce cas-là, il n'y aura plus d'ASA pour elle. Donc c'est soit subi, soit volontaire. Il y a une différence très nette maintenant qui sera à partir du 2 juin. D'ici au 2 juin, on reste dans le cadre que l'on connaît actuellement. Donc, je ne vais pas aller plus loin que ça pour l'instant. C'est un cadre général dans lequel, effectivement, nous avons travaillé et qui a petit à petit permis de régler les questions que l'on connaissait extrêmement prégnantes au départ sur le statut général du personnel dans une situation qu'on ne maîtrisait évidemment pas. Aujourd'hui, c'est un peu différent, les choses sont plus clarifiées et maintenant, les conditions, ça va être plutôt plan de reprise de l'activité, déconfinement dans les conditions, là aussi, de sécurisation à la fois des conditions des agents et à la fois des conditions des employeurs, des territoriaux, bien sûr. Donc là, les plans de reprise d'activité, enfin, je veux dire, tels qu'on les appelle aujourd'hui, vont sans doute, dans les temps qui viennent, prendre beaucoup d'importance, notamment au regard des risques que chacun pourrait encourir. Donc voilà rapidement une présentation sur la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Merci Cécile, parce que je pense que c'est toi qui vas faire les transitions. Peut-être, tout Voilà. à fait. Merci beaucoup Loïc. Et on a effectivement prévu donc d'aborder les plans d'activité, plans de reprise d'activité tout à l'heure avec Florence Ravel et Pierrick Rode. Simon, est-ce que tu veux bien prendre la main et nous faire quelques éléments de cadrage pour préciser un petit peu ce que nous a dit Loïc? Alors, bonjour à toutes et tous. On est ravis de vous retrouver, même si nous n'avons pas le plaisir de vous voir comme c'est l'habitude lorsque nous avons une rencontre régionale. Mine de rien, l'outil permet d'avoir un peu d'interactivité. Avant d'être dans le creux du sujet, je profite que vous soyez à peu près 150-200. Nous sommes conviés à l'ESSEF par le CNFPT, sa directrice, à une réunion à 14h pour voir en gros quelles sont les demandes des collectivités en matière de formation du CNFPT dans le cadre de la crise sanitaire et de plan de reprise d'activité. Alors, ce n'est pas pour qu'on prenne la parole là-dessus, on n'aura pas le temps ce matin, mais dans l'onglet questions et réponses, si vous avez quelques lignes à me faire parvenir, je les prendrai en bonne note et comme ça, on pourra vous les transmettre.
voilà, j'ai pris mes 45 secondes pour parler de ceci. Et donc maintenant, je partage l'écran pour faire le petit point dont parlait Loïc Corré à l'instant. Dans l'idée, non pas qu'on rebalaye tout ce que vous connaissez bien depuis le début, mais voir comment ça nous amène aux questions que Loïc Corré a identifiées. Et bien sûr, Loïc Corré, si vous souhaitez m'interrompre, compléter sur quelques aspects, ou sinon on verra sur des questions qui suivent. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aura trois grands aspects. J'y trois parce que le quatrième, sur les délais, ce sera juste un petit rappel de ce qui a été changé ou non. Alors, les trois aspects qu'on va rapidement voir ce matin, ça concerne la position des agents, un deuxième paquet sur la rémunération et les frais des agents, et puis un troisième aspect sur le dialogue social qui doit nous amener à aborder cette question des plans de reprise d'activité qui nous intéressent. Alors, sur la position des agents, je commence parce que tout le monde connaît bien, donc je vais aller vite. C'est-à-dire que la solution dans le cadre d'impossibilité de télétravail pour des agents qui ne sont pas concernés par les PCA, ce sont les autorisations spéciales d'absence. C'est la recommandation nationale qui est maintenant pratiquée partout parce qu'il n'y a pas de chômage partiel possible dans les collectivités, avec quelque chose qui a été prévu ou qui va l'être bientôt, c'est-à-dire que même si avant vous n'aviez pas délibéré pour la part indemnitaire des ASA, il est possible de délibérer rétroactivement avec prise d'effet à compter du 1er février pour permettre une indemnisation complète. Sachant que, par ailleurs, dans le cadre de l'ordonnance du 1er avril qui opère différentes attributions de pouvoir au président, celle-ci est comprise dans ce que le président peut décider. Donc, pas besoin de réunir le Conseil à ce propos. Les ASA n'ouvrent pas droit à RTT, ça vous êtes bien sûr au courant. Et puis, un sujet que nous avons fait préciser lors de ces réunions hebdomadaires dont Loïc Corré vous a fait part, c'est qu'il n'y aura pas question de voir des rattrapages de temps non réalisés par rapport à ce sur quoi est établie une ASA. On retiendra le temps de travail habituel. Donc là-dessus, il n'y a pas de question. Alors les ASA, c'est ce que vous disait également Loïc Corré à l'instant, à savoir après le 11 mai, cette date du déconfinement, ce qu'il va en être. Donc je vais passer vite vu que Loïc vous l'a expliqué, à savoir qu'on est sur une première période du 11 mai au 1er juin compris, donc avant le 2, où on est dans une période de reprise progressive des activités publiques et privées, avec un E à privé, c'est mieux. Sachant que donc, dans cette période-là, il n'y aura pas de changement de doctrine attendu par rapport aux ASA. Les choses se rééchelonnent progressivement, on va bien voir. Et ce vers quoi on se dirige, c'est qu'à partir du 2 juin, on va être sur un régime qui va être plus concentré en matière d'ASA, à savoir que notamment, c'est une question qui nous est beaucoup remontée, c'était pour les agents qui devraient faire garder leurs enfants. On va distinguer pour ces agents-là ceux qui ont une solution ou non. C'est-à-dire que les agents qui ne peuvent pas télétravailler parce qu'ils gardent leurs enfants, mais qui n'ont aucune solution pour les faire garder dans les établissements scolaires, ce sera encore le régime de l'ASA qui s'appliquerait. Alors que ceux qui opèrent le choix de ne pas mettre leurs enfants dans un accueil de type scolaire alors qu'ils ont des possibilités, dans ce cas-là, on ne serait pas sur le dispositif de l'ASA. Alors également, là, je reviens sur des choses que vous connaissez, c'est ce qui concerne les agents dits vulnérables, à partir d'une liste de pathologies que je ne vous ai pas reproduite du Haut Conseil de la Santé publique, et puis également, à titre préventif, les femmes enceintes à partir du 3e trimestre. On préconise le télétravail comme très souvent, sinon c'est un arrêt de travail qui entre en jeu, et puis, alors avec une télédéclaration via amélie.fr ou par le médecin, un dispositif de prise en charge par la CNAM. Et ce que nous avons eu comme confirmation, comme information vendredi dernier lors de la dernière réunion avec Olivier Dussopt, c'est que ce dispositif est en voie d'être maintenu après le 11 mai. Ceci vaut également pour les gardes d'enfants, pour les agents non titulaires de droit public et les fonctionnaires à temps non complet, dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures par semaine. Je parle de télétravail. Pour l'instant, le décret dont a parlé Loïc Corré n'étant pas paru, nous n'avons pas d'informations à vous faire part. Il se trouve que la crise sanitaire a un peu relancé le travail de rédaction de ce décret qui devait être pris depuis la loi d'août dernier de transformation de la fonction publique. Et l'idée de la rédaction de ce décret, c'est de poser un cadre à ce qui est fait depuis le début de la crise sanitaire. Toujours position des agents, leur isolement pour confinement, dès lors que le télétravail n'est pas possible, ça aussi vous connaissez bien, c'est quelque chose où on distingue d'une part les contractuels et les fonctionnaires à temps non complet inférieurs à 28 heures par semaine, avec un dispositif de télédéclaration pour arrêt de travail et de rémunération prise en charge par la CNAM.
pour les autres agents, on est sur le dispositif des autorisations spéciales d'absence. Des choses également qui concernent tous vos agents qui étaient en fin de quelque chose, alors en fin de stage, en fin de contrat, les vacataires, en fin d'allocation de chômage. Là-dessus, ce qui nous a été précisé très tôt dans ces réunions hebdomadaires dont vous a fait part Loïc Corret, c'est que l'autorité territoriale a une libre appréciation pour prolonger les périodes avec des pratiques parfois très fortement préconisées par le niveau national, notamment en vue de ne pas accentuer la précarité. Donc ça concerne notamment les vacataires, avec une doctrine qui est d'estimer que le service a été fait. Les allocataires chômage, il y a préconisation de poursuivre l'indemnisation pour ceux qui sont concernés. Et puis enfin, c'est poser la question également de vos agents stagiaires qui arrivaient en fin de période, où là, c'est une libre appréciation de l'employeur territorial, voir s'il a été en mesure ou non d'apprécier pleinement les capacités de l'agent avant sa titularisation. Il est possible, de façon un peu ad hoc, de prolonger la période de stage en fonction. Des questions également qui nous ont été parvenues en matière de dérogation au temps de travail et puis d'astreinte, sachant que sur le premier aspect, pour déroger au temps de travail, on est sur une décision du chef de service, en lien bien sûr avec l'autorité territoriale. Là, c'est vraiment le cadre habituel qui se trouve peut-être plus mobilisé en ce moment lorsqu'on a des circonstances exceptionnelles qui le justifient. On peut estimer que nous y sommes. Et puis pour une période limitée. Les astreintes également, pas mal de questions que nous avons reçues à la DCF à ce propos, à savoir que contrairement à d'autres versants de la fonction publique, il n'y a pas de limite prévue en nombre d'heures et de récurrence des astreintes, contrairement à l'hospitalière par exemple. Il demandait un avis du comité technique, lequel on va le voir peut maintenant se réunir à distance. Et puis, c'est également quelque chose qui relève des pouvoirs du président depuis l'ordonnance du 1er avril que j'ai déjà mentionné, à savoir que si dès maintenant il y avait besoin, le président peut prendre une décision dans ce champ-là. Ensuite, si le Conseil prévoit de revenir sur les délégations, ce serait lui qui en déciderait. En tout cas, là-dessus, pas de pouvoir de réquisition du préfet concernant vos services publics dans l'immédiat. C'est une affaire de collectivité locale qui s'organise. Alors, les congés, c'est un point qui s'est précisé au fur et à mesure de ce début de cette crise sanitaire. En droit, il était déjà envisageable de toute façon qu'on puisse modifier des congés des congés posés, d'en refuser l'annulation ou d'en imposer, avec quelque chose qui relevait de l'appréciation de l'autorité territoriale en vertu de la libre administration des collectivités. Est parue le 15 avril une ordonnance qui prévoit des dispositions spécifiques pour la fonction publique d'État qui figurent ensuite sur cette planche, et il est prévu que dans la limite de ces plafonds-là, les collectivités peuvent s'en inspirer pour imposer, de modifier des congés et autres. Alors, ce qui est prévu pour l'État, mais je pense que vous l'avez déjà vu passer, c'est qu'on va distinguer les agents qui sont en autorisation spéciale d'absence de ceux qui sont en télétravail. À savoir que pour ceux qui sont en ASA, sur la période entre le 16 mars et le 16 avril, seraient imposés 5 jours de RTT et 5 jours de RTT entre la période entre le 17 avril et le terme de l'état d'urgence ou la date de la reprise, ce serait 5 jours de RTT imposés ou 5 jours de congé annuel. Et puis pour les agents en télétravail, dans une situation comparable, là c'est au niveau de l'État le chef de service qui pourrait imposer, dans le cas où il y aurait des nécessités de service, 5 jours de RTT ou à défaut de congé annuel entre le 17 avril et le terme de l'état d'urgence ou la date de reprise. Donc là, c'est ce qui est prévu pour l'État, sachant qu'en plus, cette ordonnance fait l'objet actuellement de différents recours. En tout cas, si elle est maintenue dans ses termes actuels, ce seraient des possibilités ouvertes aux collectivités territoriales dans le cadre du dialogue social qui se met bien sûr en place. Il se poursuit, voulais-je dire. La prime également. Donc là, je passe maintenant à 2 rapides considérations sur la rémunération et les frais des agents. Un morceau sur la prime dite Macron, ou plutôt là qui est sur une prime qui vise à reconnaître la mise en contribution inhabituelle d'agents du fait de la gestion de la crise sanitaire. On n'est pas sur une prime liée en tant que telle à la maladie, mais vraiment au fait que les agents aient été mis à contribution fortement. Alors aujourd'hui, le seul vecteur que nous avons, c'est le RIFSEP, qui n'offre pas satisfaction à tous, certaines collectivités ne l'ayant pas mis en place pour d'autres raisons. Et pour cette raison-là, donc,
un dispositif spécifique de prime reconnaissant la mise à contribution dans le cadre de la crise du Covid-19 est peu à peu en train d'être créé. Je dis peu à peu parce que nous avons déjà le cadre fiscal et financier depuis la loi de finances rectificative de 2 semaines maintenant, du 25 avril 2020. Donc, il est prévu qu'elle sera exonérée d'impôts sur le revenu, sur les cotisations et contributions sociales, etc. Ceci correspond d'ailleurs à une demande des employeurs territoriaux, dont la DCF qui vous représentait. Et puis, reste entre guillemets à ce que soit rédigé le décret qui va poser le cas de cette prime, sachant que là également, les employeurs territoriaux se sont exprimés dans le sens à ce que soit laissée une grande appréciation locale, donc pour chaque collectivité, chaque intercommunalité nous concernant, sur qui est éligible, quels sont les seuils et quelles sont les modalités d'attribution de la prime, sachant que certains font valoir à juste titre qu'il est question bien sûr d'agents qui ont été mis à contribution fortement en présentiel, mais qu'également d'autres agents qui étaient en télétravail ont pu être très fortement mis à contribution lorsqu'il a fallu déployer par exemple rapidement le télétravail ou autre. Je pense aux services informatiques. Deuxième et dernier aspect sur la rémunération et les frais des agents, également une possibilité de prendre en charge des repas qui a été instituée pendant la période d'état d'urgence sanitaire. Alors déjà, dès lors que la présence des agents sur le lieu de travail est impérative et qu'il est impossible d'avoir recours à la restauration administrative. Ça, c'est le cadre. La doctrine est peu à peu en train de s'élaborer et c'est également un point que nous avons remonté auprès de la coordination des employeurs territoriaux et d'Olivier Dussopt, à savoir qu'il y a pu y avoir parfois une appréciation un peu manquant de souplesse sur la façon de faire le remboursement. La consigne que Olivier Dussopt nous a annoncée et qui devrait être transmise, c'est que les modalités de contrôle de ceci relèvent de l'autorité territoriale et non du comptable, et qu'on va dans un sens à privilégier la souplesse s'il le faut, notamment pour avoir un remboursement forfaitaire complètement envisageable, dès lors que c'est trop compliqué de trouver les justificatifs, par exemple. Je finis mon petit temps de présentation par des aspects de dialogue social, parce que ça nous permet de venir à nos considérations les plus actuelles, à savoir on va préparer les questions de plan de reprise d'activité. J'ai déjà soulevé des choses pour le dialogue social, évidemment, la question des congés, la question de la prime, j'en passe la façon d'organiser le travail par la suite. Un point que vous avez à l'idée, mais je voulais le rappeler pour faire rapidement le tour, c'est que au besoin, les instances paritaires et les autres instances de dialogue social peuvent être réunies à distance sur une période qui correspond à l'état d'urgence sanitaire rallongé d'1 mois, de 3 façons, par audioconférence, par visioconférence ou par procédure écrite dématérialisée, sachant qu'on sent que les services de l'État, sur la 3e procédure, celle qui est écrite dématérialisée, rappellent que c'est très long. Je vous ai remis juste ici, je ne vais pas le détailler, leur calendrier par rapport à cette procédure. Alors, je reviens sur ce que je disais. Là, c'est des choses auxquelles on va commencer à s'habituer, de bien informer sur les modalités techniques retenues, que lorsqu'elles se réunissent, ces instances, qu'on ait une identification des participants qui soit bien établie. Les règles de quorum restent identiques pour ces instances représentatives du personnel ou du dialogue social, sauf si elle est incomplète ou qu'il y a l'examen d'une mesure d'urgence. Voilà. Et puis, je vous disais également que on a quelques délais qui sont reportés. C'est le cas de la mise en place des conseils de discipline en présentiel. De toute façon, pour ces conseils, la DGAFP, donc les services de l'État, recommandent fortement de les tenir en présentiel pour des questions de droit de la défense. J'en finis sur ce qui va peut-être faire l'objet de nos discussions, en tout cas de nos 2 DG qui vont témoigner par la suite, Florence Ravel et Pierrick Rode. C'est en gros le dialogue social pour préparer les plans de reprise d'activité qui ont vocation à s'inscrire dans la suite des plans de continuité d'activité. Ce sont des choses qui n'offrent pas, qui ne sont pas cadrées par quelque chose de très contraignant. Le plan de reprise d'activité en tant que tel n'apparaît pas dans les textes. Le plan de continuité d'activité est seulement encadré par une directive interministérielle qui ne pose pas tant de contraintes, de forme, si je peux dire. Ce qui peut être conseillé, c'était notamment le contenu des échanges la semaine dernière avec Olivier Dussopt, c'est qu'on puisse privilégier un parallélisme avec ce qui est
été mis en place dans le cadre des plans de continuité d'activité. Et puis, ça ne vous surprendra pas qu'on puisse informer les représentants du personnel sur le rythme envisagé de la reprise. Mais là, encore une fois, étant donné que le cadre n'est pas posé de façon très précise, le formalisme n'est pas non plus, il n'y a pas de formalisme requis en particulier. Ces questions de plan de reprise d'activité, elles vont être abordées également sous l'angle de savoir qui peut décider, naturellement, qui peut mettre en place les choses. Et là, on va retrouver des réflexes qu'on connaît bien, mais qui sont bien rappelés lors de ces réunions de la coordination des emplois territoriaux et qui font l'objet de consignes qui vont être transmises au service de l'État, à savoir que c'est l'autorité territoriale et c'est le chef de service qui sont habilités à prendre les mesures nécessaires, notamment pour le chef de service. C'est un point que la jurisprudence a illustré depuis assez longtemps et à titre assez régulier, et donc notamment pour les différentes mesures afin de veiller à la santé des agents, ça vous les connaissez bien, et puis également ce qu'on a vu plus haut pour la prise de congé et de RTT, ou des réductions en temps de travail. Voilà, j'en ai fini ici. J'ai mis ce petit point de repère sur quels sont les délais reportés en matière de FPT et ceux qui sont maintenus. L'idée, ce n'est pas forcément qu'on les examine en ce moment, mais que vous les ayez dans le PowerPoint qui vous sera transmis et qui sera mis en ligne à l'issue de cette webconférence. Très bien, merci Simon. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on prenne une ou deux questions précision à l'écrit. Et puis pendant ce temps-là, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions par rapport à ce que Simon a pu dire. Et si vous avez besoin qu'on précise certains points, j'ai vu dans les questions écrites que c'était le cas. Notamment, Simon, je me permets de poser une question qui a été recoupée par d'autres questions, qui est celle de Céline Dubé-Jardin, qui dit « Bonjour, concernant la situation d'ASA impossible pour les parents qui choisissent de ne pas mettre leur enfant à l'école, comment pouvons-nous le savoir? Est-ce qu'on doit demander un justificatif aux parents ou à l'école ?» Oui. Est-ce que vous voulez... bien sûr, sous contrôle de Loïc Corret, ce qui a été dit lors de la réunion, la dernière que nous avons eue jeudi, c'est le grand week-end qui me perturbe, jeudi dernier, on n'a quand même pas eu de réunion à la fête du travail, c'est qu'ils envisagent, mais pour l'instant c'est en cours d'examen, des façons d'avoir des déclarations que pourraient remplir les directeurs d'établissements scolaires certifiant qu'il n'y a pas de place. Voilà, à préciser selon ce qui nous sera donné par la suite. Pour l'instant, à ma connaissance, en tout cas, nous avons un peu plus de précision, mais c'est clairement dans les préoccupations du gouvernement. D'accord, très bien. Loïc Corret, vous vouliez compléter? Oui. Ce qu'a dit Simon, effectivement, il y aura une nécessité de justificatif, soit de la part de l'école parce que l'école n'a pas de place, soit de la part de la collectivité parce qu'elle a fermé l'école. Donc, il faudra dans tous les cas un justificatif permettant de dire qu'il n'y a pas possibilité pour l'agent de mettre son enfant à l'école alors que lui voudrait le mettre. Je ne parle pas des vulnérabilités parce que ça, elles restent dans le cadre classique, mais pour les ASA liés aux impossibilités, ça sera ça. Donc, en gros, le choix volontaire déterminera le fait de ne pas avoir d'ASA. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'on a peut-être une réaction par oral? N'hésitez pas à lever la main avec le petit bouton qui est au bas, au centre de vos écrans. Vous êtes assez nombreux, vous êtes 171, donc vous avez peut-être quelques retours. N'hésitez pas, si je n'en vois pas. Alors, si Madame Matusinski, Karine, je vais vous permettre de parler. Voilà, on devrait vous entendre. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis toujours sur cette question des personnes qui pourraient reprendre le travail, mais qui ne veulent pas reprendre le travail parce qu'ils veulent garder leurs enfants. Pour cette période du 11 mai au 2 juin, dans quelle situation administrative on les met, sachant que ce sont des agents, j'en ai un certain nombre qui sont des agents contractuels, donc jusqu'à présent, ils étaient sous le régime de l'arrêt maladie pour garder les enfants.
et on n'a pas de piste. Voilà, ils ne veulent pas mettre les enfants à l'école, ils veulent garder leurs enfants, mais du coup, leurs missions ne sont pas télétravaillables, hein, par exemple des animateurs périscolaires. Et du coup, on ne peut pas les faire travailler. Et en même temps, on ne sait pas dans quelle situation administrative ils peuvent être. Et si, dans la mesure où il y aura service non fait, de leur choix, est-ce qu'on va trouver une solution et qu'on devra quand même les payer ou pas? Actuellement, je peux répondre? Oui, bien sûr. Allez-y, allez-y. Actuellement, on est jusqu'au 2 juin dans le même cadre qu'avant le 11 mai. Ok. Clairement. D'accord. C'est au 2 juin que ça change. C'est au 2 juin que ça change. Donc. Voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup, madame. D'autres réactions peut-être à main levée? N'hésitez pas. Simon, est-ce que tu as peut-être une question qui te... Alors, j'ai pris un peu dans le désordre, donc je ne fais aucun favoritisme. Une question qui portait sur les congés qu'on peut imposer, etc. À partir de quand, en gros, c'était la question de M. Léman, que je suis en train de retrouver. En tout cas, c'était ça la question. L'ordonnance est parue, donc le cadre juridique s'applique. Comme je disais en plus, c'est que même avant l'ordonnance, au niveau des collectivités, la chose était tout à fait envisageable. Donc, c'était pas M. Léman la question. En tout cas, d'ores et déjà, c'est possible, indépendamment de notre date du 11 mai ou du 2 juin. Ce sont des choses différentes. Ah, c'est M. Proutot, autant pour moi. Très bien. Parfait. La question de M. Léman, en l'occurrence, c'était « Bonjour, si ce n'est pas le dispositif ASA, quel est-il à compter du 2 juin ?» Non, après le 2 juin, on sera dans le droit commun. Quelqu'un ne veut pas venir au travail pour des raisons qui sont propres, il est dans le cadre du droit commun. C'est-à-dire, soit il prend des congés, des RTT, ou alors il se retrouve en position comment on appelle ça, de congé sans solde, ou d'abandon de poste. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans le droit commun complet de ce point de vue-là par rapport aux ASA volontaires. Enfin, à ce qui serait une forme de volontariat de ne pas aller au travail pour garder les enfants, par exemple, alors qu'il y a des places, alors que les écoles sont ouvertes. Là, on sera dans un autre cadre, c'est le droit commun complet. Très bien. Donc, ça répond aussi à d'autres... Très bien, ça répondait aussi à quelques questions qui étaient dans les questions-réponses. Je vois M. Grussenmayer, que je salue, qui lève la main. Donc, Philippe Grussenmayer, je vais vous permettre de parler. On devrait vous entendre. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien, bonjour. Bonjour à vous. Alors, je m'excuse, j'ai pris la réunion en cours, mais j'avais une question parce que nous avons un comité technique et un CHSCT en visioconf ce jeudi, avec nos amis de la CGT et de l'UNSA. Et j'ai cru voir passer là un message qui disait que finalement, il n'y avait pas besoin de formalisme pour ce PCA, PRA, ou enfin de formalisme juridique, en tout cas par rapport à une saisine préalable ou un avis préalable des membres du CT et du CHSCT pour ce plan. Alors, ma question, c'est de savoir si c'est le cas, puisque a priori, nous, on a quand même prévu ce qui est mieux, évidemment, ce CT, CHSCT, mais on n'est pas dans les délais, pour vous dire juste que donc à la limite, ça pourrait nous servir comme argument si ce n'était pas un formalisme nécessaire. Merci. Sous contrôle de Simon, qui a tous les détails, aujourd'hui, nous ne sommes pas effectivement dans le formalisme du point de vue. Alors, pour les plans de continuité d'activité, il n'y avait pas de formalisme, même si moi je l'ai fait aussi, on a fait un CHSCT et puis on a voté, mais il n'y avait pas de formalisme précis, parce que d'abord, il y avait beaucoup de méconnaissance sur le PCA tel qu'on l'a fait, dans le sens où il n'existait auparavant pas du tout. Et deuxième point, pour les PRA, c'est pareil, parce que le PRA, en tant que tel, n'existe pas d'ailleurs. Donc, on n'a pas de formalisme précis de ce point de vue-là. L'autorité territoriale reste, décisionnaire. On souhaite, effectivement, et c'est une recommandation, que ça passe par les organisations classiques du dialogue social des collectivités, mais il n'y a pas d'obligation formelle de ce point de vue-là. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation formelle, même si on a demandé au niveau national à ce qu'il y ait une directive qui nous permette justement de sécuriser à la fois les employeurs et les agents dans ce cadre-là. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette directive-là
et il n'y a donc pas d'obligation formelle. Complètement. Pour ce qu'on voit de ce qu'on a actuellement, hein, au-delà de ce qui pourrait ensuite être fait selon les directives, pour les plans de continuité d'activité, le seul aspect que la jurisprudence est venue examiner, c'est la proportionnalité des mesures qui étaient inscrites dans les plans de continuité d'activité au regard des actions réalisées. Ça veut dire que pour l'instant, à aucun moment le juge n'est allé regarder le formalisme dans ce qui est la saisine des instances représentatives de personnel. Et ça correspond d'ailleurs au cadre juridique qu'a rappelé Loïc Corret. On est seulement sur une directive interministérielle qui encadrait de façon très souple ces PCA. Et donc pour les PRA, comme on a encore moins de choses sous le coude, pour parler un peu plus trivialement, on est amené assez logiquement à appliquer une sorte de parallélisme qui donc m'amenait à dire en effet que sur là-dessus, M. Grossenmeyer, il n'y a pas de formalisme particulier. Oui. Je vais me faire un peu l'avocat du diable et j'entends déjà les CGT nous dire oui, mais je ne dis pas que le diable c'est la CGT, c'est un abus de langage, mais en tout cas j'entends déjà la CGT nous dire oui, mais dans les fonctions, dans les compétences, les attributions du CHSCT notamment, il y a les règles d'hygiène, de sécurité, donc il faut qu'ils soient saisis dans le cadre de la collectivité. Et là, finalement, dans ce PCA-PRA, si je m'abuse, on est obligé de mettre justement ce type d'éléments concernant l'hygiène et la sécurité, à tout le moins. Non, je crois que je peux y aller là. Oui, bien sûr. Je crois que ce que vous dites est vrai sur le fond en général. Quand on a des procédures qui permettent de le faire, on envoie les documents avec les délais à l'avance, etc., etc. Mais là, on n'est pas dans ce cadre-là. On est toujours dans le cadre hors du droit commun. Et donc, effectivement, qu'il y ait discussion sur le sujet, qu'il y ait information me paraît la moindre des choses, et c'est même assez nécessaire. Mais on ne pourra pas exciper du fait que vous n'avez pas fait de vote formel pour vous attaquer en justice. De ce point de vue-là, c'est très clair. Ça peut être un débat, comme vous l'avez évoqué, sur le fait de faire un vote, etc. Mais ce vote-là n'aura aucune valeur juridique. Puisque de toute façon, aujourd'hui, on est couvert par le fait que l'autorité territoriale, dans le cadre des procédures Covid-19, confinement, a l'autorité justement pour faire le travail en s'exonérant d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on est dans ce cadre-là. Je pense qu'en juin, ça sera différent, mais pour l'instant, on est dans ce cadre-là. Donc, on ne pourra pas, et vous n'aurez pas de... Enfin, ils pourront essayer d'aller au tribunal administratif, pas de problème, mais il y a peu de chances que ça puisse déboucher sur quelque chose. Par contre, faire l'information me paraît être une chose minimum. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci, M. Grossenmeyer. Merci à vous. Alors, je vous propose peut-être qu'on prenne une dernière question avant de passer au témoignage de nos DG qui ont accepté de faire part de leur expérience, ce qui va nous permettre de rentrer un petit peu dans le dur du sujet, si je ne m'abuse. Je croyais qu'on avait une main levée, mais non. Simon, est-ce que tu vois une question peut-être sur la prime dont tu as parlé tout à l'heure? Est-ce que le décret, penses-tu, donc c'est un avis un peu subjectif, précisera le critère d'engagement particulier qui revient régulièrement dans les discussions? Alors, je vais pour ça vous lire ce que Olivier Dussopt et son cabinet nous ont annoncé jeudi dernier dans cette réunion. L'écriture est en cours. Pour ce qui est du calendrier, la date n'est pas encore précise, mais ça devrait être relativement rapide. Et ce que nous, on nous a indiqué, c'est que la rédaction qui pourrait être retenue, c'est que cette prime, elle visera à reconnaître, alors je cite, un surcroît quantifiable et objectivable de travail dû à la gestion de la crise sanitaire. Donc, ça veut dire qu'ensuite, la rédaction est retenue de façon à ce que ce soit l'autorité territoriale ou chaque collectivité qui puisse définir en quoi c'est quantifiable et objectivable. Pour l'instant, tant que le décret n'est pas paru, on n'a pas plus d'indications à vous faire part. Apparemment, des échanges, mais je parle sous le contrôle de Loïc Corret, c'est quand même un sujet qui a été très fréquemment, chaque semaine, mentionné par les employeurs territoriaux, dont Loïc Corret. Je pense que le sens des demandes qui correspondaient à ce que vous nous aviez fait remonter à la DCF d'ailleurs, au gré des échanges que nous avons, est bien suivi et bien compris par le gouvernement.
Très bien. Monsieur Corré, vous souhaitiez compléter? Non, je confirme ce que dit Simon, il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet, même si le surcroît d'activité n'est pas forcément quantifiable explicitement, mais surtout ne pas aller sur autre chose que ça. Très bien. Je vois une dernière question main levée et après on passera au témoignage. Donc, Madame Pierrette Alix, à qui je vais permettre de parler dans une seconde. Jusqu'ici, tout était possible. Là. Alors, je crois que je n'arrive pas à activer votre micro, malheureusement, Madame Alix. Si vous pouvez voir de votre côté, si vous y arrivez. Je crois que nous allons malheureusement finir cette session sur un échec. Alors, juste pour prendre une dernière question, est-ce qu'une délibération serait nécessaire pour cette prime? Oui. Voilà, c'est unanime. Oui, puis c'est même obligatoire. C'est effectivement, oui, tu as raison, nécessaire. Bonjour Madame Alix, je crois qu'on vous entend. Bonjour. Oui. Excusez-moi. Bonjour à tous. Je voulais juste savoir, du 11 mai jusqu'au 2 juin, le télétravail sera aussi préconisé, je suppose? Exactement pareil, oui, tout à fait. Et au-delà du 2 juin, est-ce qu'une présence sur le lieu de travail sera obligatoire ou est-ce que le télétravail pourra être encore conseillé ou préconisé? Pour après le 2 juin, le télétravail est fortement préconisé dans le cadre de ce que l'organisation du travail permet. Et justement, c'est pour ça que le décret sur le télétravail est en train de sortir, va sans doute sortir dans les jours qui viennent, dans la semaine qui vient, pour faire en sorte que de clarifier un certain nombre d'espaces non couverts par les situations actuelles, de manière à ce qu'on puisse faire en sorte que le télétravail puisse devenir une forme normale de travail, ce qui n'est pas aujourd'hui. C'est la grande différence, c'est que d'un coup, avec cette crise, on a mis en œuvre le télétravail sur lequel on a quelques difficultés ou des préventions d'ailleurs avant. Et là, ça s'est mis en route de manière assez massive. Et ce que chacun souhaite, c'est en fait pouvoir continuer à être couvert par les organisations de télétravail qui permettraient une alternative aux situations, par exemple, de bureaux trop chargés, de trop de monde dans tel ou tel endroit, de circulation, etc. etc. Donc, effectivement, après le 2 juin, je pense que le télétravail sera préconisé. Ça me paraît évident. Et les collectivités le feront elles-mêmes sans attendre le gouvernement pour ça. Et deuxièmement, elles seront couvertes par un décret directif, un décret exactement, qui nous permettra de le sécuriser. Très bien, merci. Merci pour votre question, Madame Alix. Cécile, je profite avant qu'on passe la parole à Florence Ravel et Pierre Rode. Frédéric Lalleux qui rebondit en disant du fait des pouvoirs du président, décision suffisante pour la mise en place de la prime, non. Alors c'est vrai que pour ce qui est de la mise en place seule de la prime, on peut estimer que ça relève des pouvoirs du président, mais allez-y Loïc, je vous en prie. Non, vas-y. Mais oui, il y a également l'aspect budgétaire qui va… Mais il faudra une délibération obligatoire. Oui. Donc le président lui seul ne peut pas dire on met la prime. Il peut en discuter, il peut l'organiser, mais la délibération sera absolument obligatoire pour la mise en œuvre de la prime au plan réglementaire. Très bien. Oui, puis il y a un aspect budgétaire de toute façon qui est exclu des attributions du président. D'où l'aspect un peu plus détaillé qu'il faut avoir à l'esprit. Ouais. Très bien, donc on finit sur cette histoire de prime et je vais vous proposer que nous passions un petit peu à la deuxième partie, donc bien évidemment très liée avec celle-ci, avec Madame Ravel et Monsieur Rode, donc Florence Ravel, Pierrick Rode, si vous voulez bien nous rejoindre, ouvrez vos caméras. Voilà, très bien. On va donc vous proposer de témoigner, merci d'avoir accepté un petit peu sur le plan de reprise d'activité, enfin en tout cas sur tout ce que vous avez mis en place dans vos collectivités pour cette réorganisation, entre guillemets, des services
services pour préparer le déconfinement, la façon dont vous avez géré la crise et puis la reprise. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par vous, Florence Ravel. Vous êtes entre autres très présente à nos commissions RH à la DCF, donc c'est un plaisir aussi de vous voir témoigner aujourd'hui avec nous. Je vous laisse prendre la parole sur une dizaine de minutes. J'ai votre support si nécessaire, on peut le partager. On peut le partager, effectivement. Ce que je ne peux pas partager, parce que j'ai un bug de PC. Voilà, il faudra juste me dire où zoomer. On va partir du haut, tout simplement. Tout simplement. L'idée, c'était de faire un petit zoom pratico-pratique sur ce à quoi nous on a réfléchi à la communauté de communes du Pays Mornantais, sur la position des agents, mais on ne reparlera pas des positions administratives qui ont été très très largement balayées. Sur l'adaptation de l'organisation RH, comment nous, on a mis en œuvre au fil de ces dernières semaines. Et puis enfin, sur la construction du plan de reprise d'activité, si ça vous convient. Très bien. Sur la position des agents, donc l'idée, c'est de ne pas revenir effectivement sur toutes les positions qu'on a déjà balayées. C'était simplement l'idée de vous indiquer que nous, on a 46% de nos agents qui sont en ASA total, mais qui restent joignables parce qu'on peut les déclencher d'une semaine sur l'autre en fonction des missions qu'on a à leur confier. Le télétravail et la présence sur site représentent 53%. Il faut savoir que le télétravail, c'est quelque chose qui a été expérimenté depuis plus d'1 an chez nous et qui était généralisé depuis le 1er janvier 2020. Donc, du coup, tous les outils étaient prêts pour télétravailler. Donc, ça nous a facilité effectivement la mise en place du télétravail. Et puis 1% d'agents qui restent dans d'autres positions d'arrêt maladie, de congé, et nos apprentis effectivement qu'on a mis en off. Sur le maintien des rémunérations, on l'a évoqué aussi assez longuement. Simplement un petit zoom sur 2 questions qu'on s'est posées de notre côté. Sur la question de l'annualisation ou du planning qui est réalisé pour les agents notamment qui travaillent dans les équipements. On s'est beaucoup posé la question à savoir est-ce qu'on part sur la rémunération contractuelle ou sur ce qui était prévu dans les plannings. Ce qu'on a fait, on a coupé la poire en 2. Pour le mois de mars, on s'est basé sur les plannings tels qu'ils étaient prévus et on a rémunéré tel que c'était prévu. Et pour les mois suivants, on s'est basé sur les contrats. On a aussi eu la question sur la valorisation des contraintes. Vous savez, ces jours de dimanche, les heures de nuit, etc. Puisque nous, on a des équipements, un centre aquatique, un centre culturel, cinéma, spectacle. Et du coup, on a des agents qui sont mobilisables. On est parti du principe sur le fait que ces heures n'étant pas réalisées, elles ne seraient pas payées. Mais c'est vrai que ça nous a posé quand même une grosse réflexion et des discussions avec les représentants syndicaux, puisque ça représente quand même une amputation assez substantielle pour certains agents. Sur la réflexion sur les primes, effectivement, nous on est en train de réfléchir à mobiliser un critère gestion de crise qui n'existait pas dans notre CIA pour l'année prochaine. Et on est toujours dans l'expectative de cette prime spécifique qui pourrait être utilisée. On attend effectivement les précisions réglementaires et puis on est surtout en train d'estimer le coût du Covid et notre capacité financière à mobiliser une enveloppe pour dégager cette prime spécifique. Réflexion également sur le redéploiement des agents privés de mission et dont les tâches n'étaient pas télétravaillables. On pense notamment aux agents des équipements, que ce soit les maîtres nageurs, que ce soit nos collègues du service culturel. On a aussi des équipements sur la jeunesse avec des ouvertures minimum actuellement. Donc, on a encore des agents qui restent pour l'instant en ASA, dans les crèches également, puisqu'on est sur une ouverture minimale pour accorder une garde aux agents qui sont mobilisés par la gestion du Covid.
La difficulté qui se pose à nous, effectivement, c'est comment mettre à disposition tous ces agents-là qui constituent une réserve non négligeable pour d'autres missions. Donc, nous, on a réaffecté certains agents pour le service administratif, notamment pour les services, enfin, pour les filières administratives, c'était assez facile puisqu'on a un cadre d'emploi assez large. Donc, les agents qui n'avaient plus de mission ont pu porter main forte aux agents qui télétravaillaient ou non, qui télétravaillaient seulement, pas sur site. Mais par contre, effectivement, se pose la question de ceux qui ont un cadre d'emploi plus restrictif, comme par exemple les MNS, avec cette question qu'on a, nous, sur une mise à disposition des CCAS pour les aider dans leur phoning, pour les aider dans le portage du matériel ou portage de courses pour les personnes âgées. Et après le 11 mai, cette réflexion qu'on a aussi sur une mise à disposition de nos MNS, notamment auprès des écoles. Donc, si nos agents sont volontaires, on pourra agir de manière assez pragmatique et foncée. S'ils ne sont pas volontaires, on a une petite difficulté pour les contraindre parce qu'on a quand même un risque contentieux. Alors, je ne sais pas si vous avez ce genre de questionnement au national. Et puis, troisième volet sur lequel on est en train de travailler sur ces agents qui sont en ASA totale, peut-être en profiter pour les mobiliser sur de la formation, pour approfondir des questionnements, pour les aider aussi peut-être à préparer des mobilités ou voilà. Donc la formation avec le CNFPT et les MOOC pourrait être aussi une manière utile d'utiliser le temps qui reste à ces agents-là. Sur la mobilisation des congés, des RTT et l'ordonnance qu'on a eue, le parti qu'on a pris et qu'on a discuté longuement avec les organisations syndicales, ça a été de mobiliser pour les agents en ASA totale, donc qui ne travaillent pas du tout, 6 jours maximum sur la période. Chez nous, seuls les cadres ont des RTT et vont au-delà des 35 heures, donc on a peu de cas, puisqu'effectivement, tous nos cadres sont en télétravail. Donc, les agents qui télétravaillent partiellement ou totalement ne mobiliseront pas de jours de congé. C'est la différence qu'on essaye de faire aussi pour remplir notre double objectif qui était différencier et donner quand même du plus pour les télétravailleurs et ceux qui étaient totalement en ASA. Et également réduire cette accumulation de congés parce que quand on va réouvrir les équipements, il va falloir effectivement que tout le monde soit sur le pont. Pour ce qui est des jours de congé, la particularité, ces 6 jours maximum, on les mobilise en fonction des semaines travaillées ou non travaillées. C'est-à-dire qu'un agent qui a télétravaillé partiellement 4 semaines, par exemple, n'aura pas à mobiliser 4 jours sur les 6. On a essayé de faire cette différenciation parce que chez nous, on a des agents qui sont mobilisables d'une semaine sur l'autre, qui vont travailler ou télétravailler d'une semaine sur l'autre, puisqu'on garde ce lien avec eux d'une semaine sur l'autre en fonction des missions et de la réaffectation qu'on peut leur proposer. On est en train de réfléchir aussi à la mise en place d'une souplesse pour le report des prises de congés en 2021. Donc ça, c'est également un aspect qu'on est en train de travailler avec nos organisations syndicales. Pour ce qui est des chèques déjeuner et de la génération des RTT, continuent à s'en générer les agents qui sont en télétravail partiel ou total et bien sûr les agents présents sur site et pas pour les autres. Sur le deuxième point, sur l'adaptation de notre organisation RH, forcément, nous, on a des réunions de crise hebdomadaires avec nos élus et le CODIR. On avait fait une réunion de crise dès le 13 mars, en fait, et on avait décidé, dès le vendredi après-midi, de fermer tous nos équipements. Donc, on a procédé à cette fermeture de manière assez rapide et dès le lundi tout le monde était en télétravail et dans la semaine qui a suivi on a déployé les derniers ordis pour mettre en place le télétravail.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un seul arrêté de position administrative. On s'est beaucoup posé la question. On a un tableau de suivi hebdomadaire qu'on remplit agent par agent. Donc, on a une idée très, très précise de la position semaine par semaine. L'idée, ça sera de faire un récapitulatif par un seul arrêté une fois que la période de crise sanitaire sera posée. Comme M. Correll l'a dit, nous, on part vraiment du principe qu'on reste dans les continuités de l'organisation qui ont été mises en place depuis ces dernières semaines jusqu'au 1er juin. Pour nous, on n'est pas dans des mesures de déconfinement, on est vraiment dans un retour très, très partiel et on est vraiment sur quelque chose où on veut maintenir les gens en télétravail au maximum à partir du 11 mai et jusqu'au 1er juin. D'autant que dans le Rhône, on est en situation orange, donc on n'ouvre pas les vannes, on adapte un petit peu, mais on essaye de garantir la sécurité des agents et des usagers. Sur le suivi hebdomadaire dont j'ai parlé, on a un mail hebdomadaire que je réalise pour tous les agents, puisque tous nos agents ont des boîtes mail, où je donne une information précise sur ce qui s'est passé sur la semaine et sur l'organisation pour la semaine à venir. Ce mail est doublé par un appel individuel de chaque responsable à chaque agent, une fois par semaine, pour savoir comment ça va, comment ça s'est passé, s'il est en capacité de télétravailler ou de travailler la semaine suivante en fonction des missions. Et comme je l'ai dit, on a un tableau de suivi. On a mis en place aussi renforcer notre communication interne en mettant 2 outils à disposition de nos agents, une news journalière, confinée sous dès l'instant de pause des copamiens, où on leur permet, où on leur donne le droit, parce qu'on s'est aperçu que les collègues qui sont en télétravail sont dans une situation où ils télétravaillent énormément et font même plus d'heures que s'ils étaient en présentiel au bureau. Donc, l'idée, c'était de leur donner le signal, vous avez le droit de souffler un petit peu, effectivement. Et puis, un flash photo, une fois par semaine, avec des témoignages d'agents qui envoient une petite photo ou un petit mot pour garder le lien entre tout le monde. Sur le plan de reprise d'activité, la concertation qu'on a mis en place, une construction d'abord technique, on a travaillé en cascade, d'abord avec une réflexion en CODIR, puis là, partage avec l'encadrement, réflexion aussi avec nos élus durant ces derniers jours, réunion d'encadrement demain, pour partager le plan auquel on a pensé et y apporter les dernières touches. Et puis, contribution des organisations syndicales avec lesquelles on est en lien pratiquement toutes les semaines. Mais on organise un CHSCT jeudi en téléprésence du médecin du travail et de l'ACFI. Sur l'organisation de la revenue en présentiel, nous, la règle qu'on s'est fixée, donc vous avez pu voir, nous, on a déjà une grosse moitié de télétravailleurs. On va limiter à 1/3 de présence pour les personnels présents dans les bâtiments et on va prioriser ces présences selon 2 grands cas. Les prioritaires, donc les agents qui ne peuvent pas télétravailler et qui ont des missions importantes à mener. Et puis les non prioritaires, qui sont ceux qui télétravaillent sans difficulté de chez eux. Ce travail de qui va pouvoir venir, qui va pouvoir télétravailler, on va le faire avec un point qui sera fait avec les responsables de service. Chaque responsable de service, dans son point hebdo avec son agent, verra avec lui s'il a des missions à venir faire sur place, absolument. La règle, ce sera une seule personne par bureau. L'idée, c'est d'éviter au maximum le brassage des collaborateurs. Donc, ceux qui seront présents au bureau, on va constituer des brigades pour qu'ils croisent toujours les mêmes personnes. Sur l'accueil du public au siège, on a un espace France Service. Donc pour les semaines à venir, on maintient l'idée d'avoir des accueils sur rendez-vous uniquement.
Je vous passe bien sûr les protections Plexi et tous les EPI qu'on met en place. On accueille aussi les services du département chez nous. Eux ne reviendront pas, donc ça va limiter aussi les flux. L'idée, c'est d'avoir une gestion des flux avec des marquages au sol, mais aussi une gestion des entrées avec le personnel Copamo qui entrera par les entrées de service pour laisser l'entrée principale uniquement au rendez-vous pour France Service, limité au maximum, avec ouverture via l'interphone. Donc, on est même allé à réfléchir sur comment faire pour ne pas appuyer sur l'interphone et que les personnes puissent utiliser soit un stylet ou un stylo. Pour le centre aquatique, bien entendu, il reste fermé. On reste très, très, très pessimiste sur nos conditions d'ouverture. Les échanges qu'on a avec le ministère actuellement nous montrent des critères de réouverture tellement compliqués pour garantir la sécurité des personnes, à savoir un lavage après chaque passage en cabine, réduire de moitié la capacité d'ouverture, faire en sorte que les gens ne se croisent pas dans les lignes d'eau ni dans les circulations. Donc, du coup, pour l'instant, le centre aquatique, forcément, reste fermé. On n'est même pas sûr de pouvoir l'ouvrir dans l'été, ni même à la fin de l'année. On attend vraiment là les directives et on ne prendra aucun risque. Le centre culturel, idem, reste fermé. Et le réseau des bibliothèques, alors les bibliothèques vont pouvoir réouvrir, mais malgré tout, on est en train de voir comment, au moins à minima, acheminer les livres pour assurer la liaison. Mais la personne qui est en charge du réseau des bibliothèques, comme c'est une personne qui a une pathologie, sera en télétravail et on verra pour lui porter main forte avec nos collègues MNS. Sur l'utilisation des véhicules, on a aussi une grosse réflexion, les véhicules de service, avec un protocole qu'on est en train de mettre en place pour éviter de se contaminer sur l'utilisation des véhicules. D'autant si on les utilisait pour aller porter des paniers ou venir en renfort des réserves civiques. Sur l'organisation matérielle, je vous passe les détails pour laisser un peu de place à mon collègue. Et puis sur l'information, on a mis en place, donc on va mettre en place une note de service forcément qui sera distribuée et envoyée par mail contre signature d'un bordereau pour être bien sûr que personne ne passe au travers de la raquette. Des fiches spécifiques par métier aussi sur des mesures de protection plus spécifiques, notamment pour les personnels de nettoyage par exemple, ou les personnels qui accueillent du public. Et puis, voilà, je crois que j'en ai fait à peu près le tour sur les modalités d'information. Très bien, super, merci beaucoup Florence. C'est effectivement une mind map complète avec beaucoup d'entrées, on sent bien. Je crois que Simon voulait réagir sur votre question au niveau national. C'est surtout pour dire qu'on a bien pris en note ton souci par rapport aux mises à disposition, Oui. qu'on va pouvoir, je pense, Loïc, faire remonter lorsqu'on sera sur la prochaine réunion, sachant que c'est un sujet qui est souvent abordé à plusieurs reprises. Mais sous différents angles. Bien pris en note et merci pour ceci. Parfait. Est-ce qu'on a peut-être une question ou demande de précision? Je regarde à l'oral sur l'intervention de Florence. Sinon, je vous propose qu'on passe à Pierrick Rode et puis qu'ensuite on échange tous ensemble sur comment… Qui a été présenté tout à l'heure, là. On pourra l'avoir, celui-là, il pourra être diffusé? Je pose la question à Florence. On parle de la mind map, Loïc? Oui. Florence, est-ce que… Oui. Je te la renverrai peut-être en simplifiant parce qu'il y a des extractions peut-être trop précises. Mais… Organisation d'extrême gauche dans les années 70. Très bien, En fait, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'on avance sur certains sujets, de nouvelles questions se posent. En fait, c'est vraiment une bobine qu'on déroule. Tout à fait. C'est sûr, d'où l'intérêt d'une mind map un peu complète. Je vois une question… Covid-19, en fait. Je vois une question de Stéphane Besson à qui je vais permettre de parler juste avant de donner la parole à Pierrick Rode pour Bassin d'Arcachon. Est-ce que… Alors, Monsieur Besson, on devrait vous entendre. Oui, bonjour. Bonjour. Ouais. Merci pour déjà
cette conférence. Sur l'intervention de Florence Ravel, on se pose la même question, nous, concernant les MNS, puisqu'on a un centre aquatique. Et on se posait la question de utiliser nos MNS dans nos établissements de personnes âgées pour faire de l'animation. On n'avait pas pensé aux écoles. Et du coup, c'est vrai que bon, c'est une piste pour l'instant, mais du coup, on se pose la même question que vous sur l'aspect statutaire. Vraiment, moi, statutairement, je ne vois pas trop comment on peut leur imposer les choses. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Ouais. Ça reposera bien entendu aussi sur la base du volontariat. Mais j'ai rien trouvé dans les textes qui aujourd'hui, moi, me permet, contrairement à éventuellement un éducateur sportif qui n'est pas MNS, à pouvoir le réorienter sur de l'animation périscolaire. Voilà. Est-ce qu'on a un retour là-dessus? Non, on n'a que la base volontaire pour l'instant. On n'a rien d'autre. Merci On n'a beaucoup. rien d'autre que la base volontariat, en faisant très attention aux questions de responsabilité. Ça, c'est, pour l'instant, ça n'a pas été dépassé, ce truc. Étant entendu que les expériences qu'on a eues pour l'instant de mise à disposition de volontariat, c'est par exemple les gens des déchetteries qui allaient aider les rippers ou des choses plus techniques sur lesquelles on avait un peu l'habitude de travailler. Mais d'aller plus loin dans le dépassement des silos, des statuts statutaires. Par rapport, oui, c'est ça, par rapport à ce que veut dire derrière des fonctions différentes. Aujourd'hui, ça ne peut être que du volontariat, à la limite, il faudrait quasiment que chacun fasse une décharge personnelle par rapport à ça, parce qu'autrement, aujourd'hui, il n'y a pas de droit particulier sur cette question. Merci beaucoup, parce que c'est une des questions qui était restée un peu en suspens. On ne savait pas trop si on pouvait dépasser ou pas l'aspect statutaire, mais on reste dans le cas statutaire et on reste sur la base du volontariat. Voilà. Parfait. Et je dis, même, nous, on se pose la question d'une décharge personnelle. Enfin, non, je sous-signais être volontaire. Enfin, que ce soit vraiment explicite le volontariat. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Peut-être pour compléter votre propos, ce qu'on a mis en place, nous, puisqu'on s'est bien heurté aussi à cette question-là, on a invité les agents qui étaient en ASA Total à rejoindre la réserve civique nationale et à rejoindre les réserves civiles qui étaient mises en place dans nos communes. Donc, forcément, ça se fait de manière complètement transparente. Les agents ne nous disent pas si oui ou non ils y sont allés. Mais en tout cas, ceux qui souhaitaient garder leur mobilisation et faire quelque chose avaient cette possibilité-là. Ah oui, c'est intéressant. Et c'est pas mal ça, oui, effectivement. J'en parlerai à notre délégué général qui se demandait comment mobiliser justement sur la réserve civique en local. Voilà. À lui, ça lui fera du bien, justement. Donc, Pierrick, je vais me tourner vers vous. Si vous le voulez bien, on va passer à votre témoignage sur la communauté d'agglo du bassin d'Arcachon Nord. Et puis ensuite, on pourra rééchanger effectivement sur votre témoignage, celui de Florence, et puis plus généralement. Je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous et merci de votre invitation. Je vais passer très rapidement sur les éléments qu'a bien décrit Florence pour ne pas être trop redondant et peut-être plus me focaliser sur le plan de reprise d'activité. Moi, je me retrouve bien dans les éléments effectivement qu'a présenté Florence sur toute l'organisation RH, notamment favoriser les formations via les MOOC du CNFPT. Surtout le volet relatif au congé RTT, puisque de notre côté, on a demandé aux agents, qu'ils soient en ASA ou en télétravail, de poser 5 jours sur l'ensemble de la période. Et contrairement à ce qu'a fait Florence, on a laissé les chèques déjeuner à tout le monde, qu'il soit en situation de télétravail ou en ASA. On n'a pas encore statué sur la question de la prime des 1 000 €. Sachant que sur cette question-là, on sera probablement sur une prime qui sera octroyée à des agents qui sont restés sur place, notamment dans les centres de transfert, pour faire le parallélisme avec Suez, donc notre délégataire, sur la collecte qui, lui, a octroyé une prime de 1 000 € pour les agents. Donc, on devrait probablement être sur ce type d'équilibre,
mais ne pas généraliser de primes de 1 000 €. Voilà, donc je passe très, très rapidement là-dessus, puisque ça a été déjà largement évoqué par Florence, sur la question du plan de retour d'activité, de reprise d'activité. Tout d'abord, comme tout le monde, on gère un problème de timing, c'est-à-dire qu'on attend des directives et une organisation dont on est largement dépendant, notamment sur les écoles, puisque les parents doivent pouvoir mettre leurs enfants à l'école, et qui contraint largement notre organisation et la capacité des agents à reprendre le travail. Donc on est sur quelque chose où il ne faut pas commencer trop tôt, mais pas être trop tard non plus, parce que la reprise, c'est dès la semaine prochaine, et il faut effectivement ce temps de concertation. Donc sur la concertation, nous on a eu un CODIR dématérialisé qui s'est tenu 2 fois par semaine, ainsi qu'un bureau virtuel avec les élus, donc l'ensemble des maires de l'agglomération, qui s'est tenu également 2 fois par semaine, de manière à construire progressivement. On a commencé à réfléchir sur le plan de reprise d'activité il y a 3 semaines pour identifier ce qui pouvait reprendre, dans quelles conditions, ce qui devait reprendre, dans quelles conditions, ce qui devait être intensifié en termes d'activité. Et on a ainsi acté la reprise d'activité, notamment des déchetteries professionnelles il y a 15 jours et des déchetteries mercredi dernier. On s'est posé aussi la question du tout le volet sur le droit des sols, puisque c'est un soutien important à l'économie, donc ça fait partie du plan aussi de soutien à l'économie, notamment sur tout le volet immobilier, mais pas que, parce que dépendent aussi de ce secteur-là les notaires, les artisans, les avocats. Donc, il y a beaucoup de professions qui dépendent de ce volet-là. Donc, on a souhaité aussi réactiver, même si on ne l'a jamais cessé, mais réintensifier tout le volet sur l'autorisation du droit des sols, et ce, avant la reprise des délais légaux le 24 mai prochain. Donc, on a vraiment une organisation et un plan de reprise d'activité qui est très différencié selon les services. À la fois parce que les missions l'exigent et que les missions sont différentes, mais aussi parce qu'on aura un principe de réalité, c'est que dans certains services, on aura des gens qui vont nous dire, ben voilà, je vais me mettre en ASA jusqu'au 2 juin, parce que mes enfants ne vont pas à l'école, soit je ne veux pas les mettre, soit l'école n'a pas réouvert, etc. Et je dois les garder. Donc il y aura un principe de réalité qui fait qu'on devra adapter la situation à chaque service. Donc, on a défini des principes généraux qui sont synthétisés là, sur le document que vous avez à l'écran. Mais derrière, on va être sur un principe de subsidiarité et vraiment au cas par cas. J'ai demandé à chaque directeur et chaque chef de service de regarder comment il pouvait appliquer, de sonder les collègues et de me présenter son plan d'activité, de reprise d'activité, en fonction à la fois des obligations de service, mais aussi de la réalité de terrain qui sera déterminante sur notre capacité à faire derrière. Sur les principes généraux, on a fait ce petit tableau qui permet de synthétiser tous les sujets sur lesquels on s'est interrogé et on doit encore s'interroger. Il y a d'abord tout le volet en orange en haut à gauche sur le recalage des plans de charge et des priorisations, à la fois sur les projets et les calendriers de projets, mais aussi sur l'impact de toutes les directions qui habituellement font goulot d'étranglement, que ce soit sur les marchés, sur le juridique, sur le budget, donc toutes les fonctions support, où on est vraiment sur le fil pour passer les marchés, et où il a fallu reconsolider tous les plannings marchés pour identifier les nouvelles priorités le cas échéant, et savoir ce que l'on pouvait passer jusqu'à la fin de l'année, sachant que beaucoup de projets ont pris 2 mois de retard. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. Chaque service a fait remonter ses nouvelles priorités, et on a fait un point avec la direction des marchés publics pour valider le plan de charge de la direction des marchés publics pour réaliser les projets. Actualisation du budget, même process, remontée de chaque direction sur la capacité à dépenser d'ici la fin de l'année, puisqu'on n'a pas encore voté le budget de notre côté, et on aura un budget qui va s'exécuter sur une partie de l'année, même si, bien évidemment, on a commencé à dépenser, mais
on sait qu'il y a un certain nombre de projets qui ne démarreront pas avant septembre. Pareil sur les calendriers des instances décisionnelles, avec l'incertitude des élections, puisque de notre côté, tous les maires ne sont pas encore élus. La fumée blanche commence à sortir avec des élections qui sont, ça y est, enfin annoncées pour l'automne prochain. Donc ça, c'est surtout le volet plan de charge et priorisation des projets. Il y a toute la question de l'accueil sur les règles communes relatives à l'accueil du public. On a installé des barres de plexiglas sur tous les accueils, de manière à ce que les collègues ne soient pas exposés. Et sur un accueil, notamment pour les ordures ménagères, on a installé un des bureaux, on a réalisé des travaux pour qu'un des bureaux permette de faire un accueil sur l'extérieur et que les usagers ne se baladent pas dans les bureaux et dans les couloirs des bureaux, donc limiter les accès extérieurs. Les accès intérieurs. De la même manière, pour la reprise de l'accueil physique, on fait une réunion avec tous les agents d'accueil lundi prochain pour reprise opérationnelle mardi, de manière à ce qu'ils aient eux-mêmes tous les éléments de langage à donner aux usagers sur ce qui reprend, comment ça reprend, avec qui, quels horaires, et qu'ils aient tous les éléments d'information à apporter aux usagers. Réunion qu'on refera toutes les semaines puisque notre plan est évolutif à chaque semaine. Donc, on aura une réunion de CODIR tous les vendredis pour ajuster l'organisation au lundi suivant en fonction de l'évolution de la situation. Sur les éléments de protection, on a également adopté des règles de distanciation sociale avec des agents espacés à au moins 1,50 m dans chaque bureau, puisque certains bureaux sont à 2 personnes. On va fonctionner à mi-effectif, de manière à ce que les gens se croisent peu. On a mis en place un nombre maximum de participants dans une salle de réunion, de manière à ce que la distanciation soit respectée également. Fermer la salle de restauration, fermer les coins cafés, etc. De manière également à limiter les dispositifs et les échanges entre les uns et les autres. On a commandé également des masques pour l'ensemble des agents, de manière à ce que ceux qui le souhaitent, parce qu'on s'aperçoit en fait que tout le monde ne le souhaite pas, mais ceux qui le souhaitent puissent les porter. Lorsqu'on a réouvert les déchetteries mercredi dernier, on avait fourni des masques à tout le monde et en réalité, ils ne les ont pas portés. Sur le volet communication, on a eu une communication assez importante en communication interne, à la fois avec des communications et des échanges hebdomadaires entre chaque chef de service et ses agents. J'ai mis en place une petite vidéo que je faisais pour tous les agents aussi chaque semaine, de manière à les informer de l'évolution de la situation et de l'activité de la collectivité. Et puis une newsletter qui a lieu aussi chaque semaine pour reprendre point par point l'organisation et l'activité qui continue à fonctionner au sein de la collectivité. Voilà. Et après, on a mis en place des petits cafés via Skype, voilà. Donc des choses un peu plus conviviales pour que les gens continuent à garder le contact et préparer une reprise d'activité plutôt sympathique. Et on voit en fait que les gens attendent de retravailler. Hein. Donc, tous les agents de déchetterie que je suis allé voir ont témoigné. C'est intéressant parce que ça renverse la valeur du travail. C'est-à-dire que la notion de bien-être se retrouve à travers le travail et non pas contre le travail. Je trouve que c'est une dimension qui est assez intéressante dans les discussions qu'on peut avoir, notamment avec les organisations syndicales. Sur la situation administrative des agents, on en a largement parlé, donc je ne vais pas forcément le réaborder. Peut-être sur l'accompagnement psychologique, en dire un mot, parce qu'on a vu aussi certaines personnes qui se trouvaient en réelle difficulté liées au confinement. Alors on sait qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'alcoolisme, aussi qui vivent seuls ou dans des petits appartements, etc. Donc, on sait qu'il y aura effectivement un accompagnement à mettre en place, alors avec le médecin du travail, mais aussi au sein des équipes, de manière à organiser des temps d'échange sur comment on a vécu le confinement,
pour pouvoir remettre du liant et remettre des mots derrière la situation qui a été parfois un peu difficile à vivre pour certains et qui a pu créer aussi des tensions entre les uns et les autres, des incompréhensions, parce que chacun vit le confinement de manière assez différente. Donc là, on sait qu'on aura sans doute quelque chose à organiser. Alors, sans doute pas la grand-messe de la reprise, parce que la reprise ne se fera pas d'un coup, mais sans doute par petite équipe et par petits groupes pour pouvoir échanger sur ces questions. Et puis enfin, toutes les questions relatives à la logistique, puisque sur le télétravail, contrairement au témoignage précédent, on était très peu organisé au sein de la collectivité, on venait tout juste de le mettre en place, et on était très peu doté en ordinateur et en téléphone. Donc on a profité aussi du confinement pour faire un point sur les besoins, de manière à ce que, en sortie de crise, mais en tout cas dès le 11 mai, on soit en situation de proposer ou de consolider des situations de télétravail que certains agents ont fait aujourd'hui avec leur propre matériel personnel, que ce soit ordinateur ou téléphone. Donc là, on a un souci technique à gérer puisqu'on avait peu de réserves pour s'organiser. On l'a fait un peu avec les moyens du bord. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on travaille et qu'on consolide par la suite. Voilà. Enfin, on aura un sujet à gérer sur l'été. Qui peut prendre ses congés, comment en fonction des reprises d'activité. On met en place un dispositif de soutien à l'économie, donc il faudra gérer toutes les demandes des entreprises. On a toutes les autorisations d'urbanisme qui vont reprendre aussi probablement plein pot parce qu'il y a eu du retard et 2 mois où les gens n'ont pas pu déposer, mais sans doute avec un ralentissement parce qu'on sait que certains projets vont être remis à plus tard. On a un peu d'inconnu sur les volumes, mais il faudra être au rendez-vous parce qu'il ne s'agira pas de mettre trop de temps à traiter ces éléments-là. Pareil sur les travaux avec la reprise des travaux. Donc là, il faudra qu'on gère aussi l'équilibre entre la reprise des activités nécessaires en termes de continuité de service public et la fatigue des agents parce que 2 mois de confinement, même si c'est en ASA, ce n'est pas toujours du repos. Et certains vont revenir avec un besoin de sociabilité, mais aussi peut-être de vacances, même si c'est parfois difficile à entendre ou à comprendre pour certains. Donc, il faudra effectivement gérer, encore une fois, service par service, direction et mission par mission, les autorisations qu'on donnera sur les congés d'été et les priorités en termes de congés d'été. Voilà. Merci beaucoup Pierrick pour la présentation de ce plan détaillé et différencié effectivement en fonction des services. Il nous reste encore quelques minutes. Je sais que nos 2 DGS doivent partir pour d'autres obligations à 10h30 précises. Donc est-ce qu'on aurait peut-être des réactions à la présentation de Pierrick Rode sur l'expérience bassin d'Arcachon Nord éventuellement? Alors je ne vois pas forcément... Moi, j'ai un truc là-dessus. Loïc, oui. Ce que je retiens là, c'est Loïc Corré. Bon, il y a pas mal de choses qui sont un peu mécaniques, mais il y a une partie qui m'intéresse particulièrement dans votre affaire, c'est l'accompagnement de la reprise. Oui. Tout ce qui tourne autour du rétex, tout ce qui tourne autour du suivi psychologique qu'on avait déjà mis en œuvre, parce que justement, suivi psychologique, on se pose la question avec les centres de gestion, parce que moi je suis président d'un centre de gestion, de mettre en place des cellules d'accompagnement psychologique de reprise. On a besoin, moi je pense qu'on avait déjà pressenti ça il y a 15 jours, mais là je ressens ça de plus en plus profondément. Et tout ce qui tourne autour de ce que tu as évoqué en termes de temps d'échange, là je crois qu'il y a un truc tout à fait intéressant, tout à fait particulier, qui va au-delà de la mécanique habituel qu'on connaît bien, logistique, etc., etc. Mais là, on a un truc particulier sur lequel je pense qu'il va falloir, je dirais, imaginer des choses les temps prochains. Et c'est quelque chose, à mon avis, à fortement recommander si on veut retrouver, après le confinement, une logique comment je dirais ça, une logique de collectif de travail après cette individualisation forcée. Oui. D'autant que je remarque, je ne sais pas si ça le fait aussi pour vous, mais que pendant cette période de confinement, pour ma part, je ne travaille pas avec les mêmes personnes, je ne consacre pas autant de temps avec les uns et les autres,
j'ai reconfiguré mon système de CODIR pour gérer la crise. Et donc, en fait, c'est tout le système à la fois managérial, mais aussi de lien social, qui va être à reconstruire, peut-être pas comme avant d'ailleurs, mais à reconstruire et à réinventer en rentrant. Et ce qui s'est fait au niveau du CODIR, ça s'est sans doute fait aussi au niveau de chacune des équipes. Donc il y a une dimension vraiment sociale et managériale qui va être déterminante dans cette ouais. Tout en que la reprise ne se fera pas d'un coup. Non. Et qu'on ne pourra pas faire de grands matins de la reprise. Florence, vous vouliez compléter? Pour compléter, nous, on avait mis en place, suite à un diagnostic RPS qui s'était fait il y a 5 ans, une cellule d'écoute et on avait formé des écoutants. Cellule d'écoute qu'on a fermée l'année dernière puisqu'on n'avait plus de situations difficiles à gérer auprès de nos agents, puisqu'en fait, nous, notre collectivité a dû perdre 10% de sa masse salariale suite à un effet ciseau il y a 5 ans. Ouais. On va proposer de la réactiver, cette cellule d'écoute, et de réutiliser les agents qui ont été formés à l'écoute pour effectivement accompagner cette reprise. Oui, ça me paraît sans doute très original et sans doute très nouveau. Ouais. De relancer. Très bien. Effectivement, beaucoup de choses sont amenées à changer sur le monde d'après, entre guillemets. Le monde, pas pire que le monde d'avant. On croise les doigts. Est-ce qu'on a une dernière réaction? Sinon, je vous propose que je regarde quand même les mains levées. Je ne voudrais frustrer personne, mais a priori, je ne vois pas de mains levées. Je vous propose que nous finissions à l'heure donc cette web rencontre sur l'organisation des services des RH. Alors, je tiens à vous préciser que les supports qui ont été diffusés ce matin, y compris ceux des intervenants, je parle sous leur contrôle de territoire, vous seront diffusés donc dans un mail dans les quelques jours à venir. La vidéo de ce replay sera téléchargeable, donc sera visible sur le site de la DCF et les supports téléchargeables en dessous. D'ici là, on reste au niveau de l'équipe mobilisée à votre disposition. Je remercie nos intervenants d'avoir pris un peu de temps pour nous exposer leurs expériences, et puis j'encourage les autres à nous faire des retours également sur ce que vous faites dans vos communautés. C'est toujours très riche pour nous et en ce moment très très utile. Voilà, merci à tous.